Aujourd'hui, je vais vous parler de mes livres préférés. On va parler de lecture rapide aussi, et puis d'endurance de lecture. Je vais donc vous donner des tips pour lire vite, comprendre vite, pour être motivé pour lire sur le long terme, un petit peu tous les jours, etc. Et je vais aussi un peu défendre le livre papier. Dire pourquoi c'est bien, encore aujourd'hui, malgré l'existence de très bonnes vidéos, de très bons podcasts, d'excellents podcasts, je voudrais quand même défendre le livre, le vrai livre, qu'on lit avec ses petites mains, dans des pages en papier, et avec ses grands yeux. Donc je vais vous parler de tout ça, de tous ces sujets. Je vais aussi parler de choses un peu plus personnelles, vraiment vous dire comment moi je suis arrivé à lire beaucoup, pour quelles raisons, comment j'y suis arrivé, des choses dont j'ai pas parlé avant, et quel serait un bon système d'incitation pour tout le monde pour réussir à lire régulièrement et à quoi ça sert en fait. Je vais traiter d'abord la lecture rapide. C'est un sujet que j'ai déjà traité, mais je sais que ça intéresse beaucoup de gens, donc je vais commencer par ça, par l'utilitaire d'abord. Comment lire vite et pourquoi lire vite. Alors, la lecture rapide. Pourquoi lire vite d'abord? Déjà, beaucoup d'anciens livres sont censés être lus vite. Les romans les anciens romans, les romans classiques, étaient écrits à des époques où les gens lisaient beaucoup et vite, c'était leur passe-temps, donc quand on lit beaucoup, on a tendance à lire vite, et souvent des longs romans, avec plein de personnages, avec une grande intrigue, etc. Si vous les lisez sur 3 mois, ben, vous allez peut-être oublier les personnages, vous allez peut-être oublier à la fin du livre le rappel, le clin d'œil qui est fait au début du livre, et ce serait dommage en fait de lire lentement un livre qui est censé être lu rapidement. Et de manière générale, quand vous lisez un livre assez vite, vous pouvez plus facilement faire le lien entre les différentes parties du livre, ce que vous êtes censé faire en fait. C'est un livre, c'est pas un journal. Enfin, tout est lié. La première page et la dernière page dans ton livre sont reliées. Donc si vous avez oublié le début du livre à la fin de votre lecture, c'est problématique. Donc c'est important, pour bien faire le lien, pour bien mélanger les idées, de lire vite. Je dirais même que dans mon projet de 30 jours, en termes de créativité, mon projet 30 jours, 30 livres que j'ai fait il y a longtemps, et puis j'ai fait d'autres projets, 7 jours, lire 7 livres en 7 jours, etc. Eh bien j'ai observé que le fait de lire vite plusieurs livres d'affilée, ça augmentait ma créativité, ça me forçait en fait à faire des liens entre les différentes idées que je lisais dans les différents livres, même si je pouvais les confondre des fois avec pas savoir de quel auteur venait telle ou telle idée, ça me permettait de faire des liens, d'avoir plus de créativité en fait, d'avoir une sorte de pensée latérale qui me permettait de relier voilà un concept, le concept de signe noir avec justement le concept de pensée latérale, avec le concept du fait d'avoir plusieurs points de vue, comme les personnes bipolaires qui créent de l'art, etc. En liant donc différents livres sur ces sujets-là. Donc c'est important de lire vite pour ça, pour sa créativité, et quand on parle de lire vite, on parle pas de juste lire vite, on parle de comprendre vite, avant tout. C'est ça le principe évidemment, il s'agit pas de lire vite pour sacrifier la compréhension. Au contraire, il s'agit de lire vite pour comprendre mieux l'objet du livre. Et je vais vous dire donc quelques méthodes efficaces de lecture rapide. La première, c'est de lire beaucoup. Ça c'est ce qu'on sait. C'est un sujet qui a été étudié. En fait, il faut savoir que la lecture, c'est un truc très intéressant et qui est l'objet de beaucoup de recherches en fait en matière de neurosciences, parce que c'est quelque chose d'assez bizarre, dans le sens où c'est une tâche complexe qu'on est très nombreux, que la plupart des gens aujourd'hui apprennent très tôt et qui est instinctive. Vous pouvez pas, si je vous mets un mot en français devant votre tête, vous pouvez pas ne pas le lire. Vous pouvez pas juste voir des formes, parce que c'est un apprentissage qui est vraiment devenu instinctif. Voilà, sauf si vous êtes dans un rêve ou si vous avez pris du LSD, il paraît. Vous allez voir des mots mais ne pas les comprendre, mais dans la vraie vie, quand on voit des mots, on est obligé de les comprendre et de les associer à des images. Et donc cette tâche complexe qu'on apprend, qu'on intègre, elle est très étudiée, et donc on sait pas mal de choses en fait sur la lecture. Notamment le fait que le meilleur outil de lecture rapide, le meilleur moyen d'apprendre à lire vite et comprendre vite, c'est de lire beaucoup. Vous ne pourrez pas y échapper, vous devez lire beaucoup si vous voulez lire vite, si vous voulez ingérer vite les informations. Donc, et je dirais même que la question de la lecture rapide ne se pose pas encore si vous ne lisez pas beaucoup. Il faut lire beaucoup pour apprendre à lire vite. Ce qu'on a étudié aussi, enfin ce que les neuroscientifiques ont aussi étudié par rapport à la lecture, la compréhension et la mémorisation de ce que vous lisez, c'est que
quand vous lisez en fait un livre, avoir un livre physique, en papier, avec des feuilles, que vous allez toucher avec vos mains, ça facilite la mémorisation. Par rapport au fait de lire un livre sur un portable, sur un Kindle, parce que en fait vous allez le mémoriser spatialement, tactilement, et enfin de toute façon vous le voyez bien, en fait souvent dans un livre, quand on veut revenir sur une partie d'un livre, on sait à peu près si c'était au début, si c'était à la fin, si c'était sur la page de gauche ou la page de droite, si c'était en haut de la page ou en bas de la page. Cette mémorisation elle va être moins naturelle sur un Kindle ou sur une lecture sur un portable. Donc c'est intéressant de lire des vrais livres physiques, de les avoir. Ça va faciliter votre mémorisation du livre sur le long terme et votre rapport en fait à l'objet. Et ça c'est quelque chose qui a été étudié, donc il y a une critique tout à fait rationnelle du Kindle. Et si vous avez une préférence pour un livre physique que vous touchez, c'est pas parce que vous êtes vieux jeu, irrationnel et bête, c'est que votre rapport au bouquin est effectivement neurologiquement plus intime, plus proche avec un livre physique qu'avec un livre numérique. Bon, je prêche un petit peu pour ma paroisse parce que moi-même j'aime pas trop les livres numériques et j'ai une vraie préférence personnelle pour les livres physiques. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde et que c'est très pratique d'avoir un Kindle en voyage, mais voilà, sachez que dans un objectif de mémorisation, ça a plus de sens d'avoir un livre papier. On reprend sur la lecture rapide. Alors, quoique c'est un peu lié à la lecture rapide ce que je viens de dire, parce qu'en vérité sur un livre physique, vous pouvez plus facilement utiliser une technique qui est de pointer où votre regard se porte avec votre doigt ou avec un stylo. Et voilà, c'est une bonne manière de faire, de lire vite, c'est de diriger votre regard, de laisser votre regard être dirigé, être dominé par un objet, par voilà, la pointe de votre doigt ou de votre stylo, de votre critérium, pour contrôler votre vitesse de lecture. Parce que c'est vraiment ça, la clé de la lecture rapide, c'est pas de lire toujours vite, mais c'est surtout un peu comme un pilote de Formule 1, de savoir bien ralentir, de savoir bien accélérer, de bien prendre les virages, et la capacité à ralentir quand ça devient compliqué est très importante. Et la capacité à accélérer quand vous comprenez bien est aussi très importante pour comprendre un livre. Donc utilisez votre doigt pour diriger, ou votre stylo si vous en avez un, pour diriger votre lecture. Moi c'est un truc que je fais tout le temps, c'est un vrai réflexe, même quand je vais au restaurant et que je regarde le menu, je le lis avec mon doigt. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et donc ça c'est la méthode la plus importante, c'est celle, il y en a plein d'autres, hein, mais moi c'est vraiment celle que j'ai retenue au fil des années, c'est celle que j'utilise encore aujourd'hui, qui est extrêmement efficace. Et je l'utilise même dans des livres que je lis qui n'ont pas d'utilité, dans des romans que j'utilise vraiment par pur plaisir, je vais naturellement utiliser mon doigt parce que ça me fatigue moins l'œil. En fait, avoir son œil perdu au milieu d'une page, sans repère, parce que les mots souvent sont pas très espacés, ça fatigue. Et il vaut mieux un repère, tout simplement. Une autre technique de lecture rapide, très utilisée, très importante, pas tout à fait intuitive, c'est de prélire, ou d'avoir un plan en tête de ce que vous allez lire, avant d'être dedans. Avoir cette sorte de carte mentale de ce que vous lisez, du chapitre que vous lisez et du livre que vous lisez, ça vous aide énormément. Alors une bonne manière de faire ça, c'est d'écouter des vidéos avant sur le livre. Vous pouvez aussi écouter des résumés audio, par exemple des résumés audio de 99 livres, qui est à 9€ par mois pendant quelques jours en ce moment. Ça permet d'avoir une première carte mentale du livre que vous lisez, et donc de le lire beaucoup plus vite. Parce que vous savez quel est le sujet, vous savez les informations sur lesquelles vous pouvez aller vite parce que vous les connaissez déjà, et celles sur lesquelles vous allez ralentir parce que vous les connaissez pas encore. Et sans rire, hein, je fais ma pub sur 80. Je propose 99 résumés audio des 99 meilleurs livres selon moi. C'est à 9€ par mois seulement en ce moment jusqu'au 15 décembre. Donc si on est avant le 15 décembre, le lien est quelque part en dessous, vous savez. Cette méthode de lecture rapide, du scannage, de la pré-écoute est très importante. Vous allez chercher des infos sur l'auteur, écouter des interviews sur l'auteur pour savoir de quoi parle le livre, c'est aussi un bon moyen de savoir si c'est intéressant ou pas. Et ça va accélérer votre lecture. Lisez bien le sommaire aussi. Voilà, lisez bien chaque partie. Essayez de lire peut-être la fin de chaque chapitre pour comprendre un peu de quoi ça parle, où ça va. Ça va énormément faciliter votre lecture. Et c'est un truc vraiment efficace, quoi. C'est important à faire, j'insiste parce que
En général, on le fait pas, quoi. En général, on a un peu la flemme, on avance dans le livre tranquillement, mais il y a un gain de temps immense à savoir ce qu'on va lire. Je conseillerais aussi à pas avoir peur de pas tout lire, quoi. Faut pas avoir ce respect, cette sacralité du livre, où quand vous ouvrez un bouquin, vous êtes obligé de tout lire. S'il y a des chapitres qui vous servent à rien, si c'est un essai, si vous lisez ça pour apprendre quelque chose, parfois prélire, ça vous permet de savoir que un chapitre ne va rien vous apprendre de nouveau. Vous pouvez savoir ça assez rapidement, il faut pas avoir peur de ça quand vous voulez lire beaucoup. Donc voilà, pour moi, c'est les techniques principales, hein. C'est les techniques les plus importantes pour apprendre à lire vite, lire tous les jours, lire beaucoup, lire avec un guide de lecture physique, et prélire, scanner ce que vous allez lire. Avec ça, déjà, vous pouvez augmenter énormément votre lecture, votre vitesse de lecture sur le long terme. Un autre point important à savoir, c'est pas une technique, mais c'est un truc à savoir, c'est que, en général, on sous-estime notre capacité de compréhension des livres. Quand on lit vite, on a l'impression qu'on comprend plus rien, mais quand on nous pose des questions, en général, on comprend beaucoup mieux qu'on ne l'imagine. Et il faut, de manière générale, pour la plupart d'entre vous, vous devez surestimer votre capacité de lecture. Vous devez un peu l'estimer à la hausse, parce qu'en général, on est trop humble, on a l'impression de rien comprendre à un livre, mais quand on nous pose des questions, bizarrement, on donne les bonnes réponses, et en général, on est surpris par notre niveau de compréhension quand on a lu quelque chose. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là pour les techniques sur la lecture rapide, parce que, et je reviendrai peut-être dessus si j'ai d'autres idées qui me reviennent, mais déjà, si vous appliquez ça, vous irez très loin dans la vie. Maintenant, je voudrais parler un peu de l'intérêt, en fait, de lire. Pourquoi est-ce que c'est si important de lire? Pourquoi est-ce que c'est si efficace? Je dirais que l'intérêt de la lecture, surtout aujourd'hui, c'est que personne ne lit. Et du coup, si vous lisez beaucoup, naturellement, vous allez avoir accès à des informations originales, et vous allez avoir des points de vue originaux, vous allez penser un petit peu différemment. C'est un truc qu'on m'a pas mal dit, moi, dans ma création de contenu, que j'avais des points de vue un peu originaux. En vérité, c'est pas le cas, c'est juste que j'ai des points de vue qui sont copiés, issus de sources différentes. Si vous passez votre vie à regarder des vidéos sur YouTube, en soi c'est très bien, il y a des très très bons contenus sur YouTube, il y a des très bonnes choses, mais si vous-même vous voulez créer du contenu, bien vous allez créer quelque chose qui n'apporte rien par rapport à ce que vous regardez, parce qu'on regarde tous les mêmes choses, on regarde tous les mêmes contenus, on a tous les mêmes sources sur internet. Et donc si vous recrachez un peu ce contenu, que vous créez votre propre contenu à partir de ça, ce sera naze, ce sera nul, ce sera basique en fait, ce sera des choses qu'on sait tous déjà. Je suis désolé de vous le dire. Alors que si vous lisez, quasiment sans faire d'effort, vous allez avoir accès à des informations originales. Alors si vous commencez à lire des livres qui sont pas connus, voilà, dont personne ne parle et qui ont des points de vue originaux, là vous allez devenir quelqu'un de très original. Pas dans votre apparence, pas dans votre, dans votre apparence extérieure, mais dans votre manière de penser, ce qui est la manière la plus importante d'être original. Et c'est de là que tout découle. Et je dirais aussi que tout simplement la lecture, ça vous permet, surtout si vous lisez vite, encore aujourd'hui, ça reste la manière d'ingérer beaucoup d'informations rapidement. Vous allez accéder, intégrer, vous imprégner de beaucoup plus de mots en lisant, surtout avec les lectures rapides, qu'en écoutant une vidéo en accéléré. Vous pouvez écouter une vidéo en x2, en x3, ça sera toujours moins de mots, moins d'informations que dans un livre, parce que quand vous écoutez un contenu, audio par exemple, vous pouvez accélérer et ralentir, mais c'est très difficile, encore aujourd'hui, de contrôler la vitesse de lecture, un peu comme dans une Formule 1, d'accélérer, de ralentir, de planifier, de scanner ce que vous écoutez à l'avance. Donc forcément, les techniques de lecture rapide que je vous ai dit ici, elles ne sont pas vraiment applicables. Et puis en plus, quand vous écoutez un audio, quand vous regardez une vidéo, il y a un risque, c'est que vous soyez un peu ailleurs. Et donc que vous soyez pas toujours focus. Alors que quand vous lisez et que vous avez votre doigt qui pointe ce que vous êtes en train de lire, vous êtes obligé d'être focalisé. Enfin, quasiment obligé d'être focalisé. Et donc c'est beaucoup mieux. C'est quasiment un exercice en plus de méditation qui peut vous calmer, vous focaliser, vous donner une énergie beaucoup plus centrée. Je trouve pas le mot en fait. Enfin, qui vous permet d'être beaucoup plus sage. Voilà, c'est ça le mot. D'être quelqu'un de beaucoup plus sage, qui pense beaucoup plus sur le long terme, parce que vous avez cette activité qui utilise votre volonté tous les jours. Et on sait
par plein d'expériences de psychologues hein, sur la volonté, qu'exercer sa volonté tous les jours, ça permet d'être un peu plus... par exemple, je vais vous donner un exemple, parce que je trouve pas trop les mots, quelqu'un qui s'oblige tous les jours à utiliser sa main non dominante, donc par exemple sa main gauche pour un droitier, s'il utilise tous les jours sa main non dominante pour ouvrir les portes, essayer d'écrire, essayer de faire plein de choses, boire son café, et bien le fait d'exercer sa volonté de cette manière-là, ça va le rendre plus poli, plus sympathique, avec les gens autour de lui, il va moins s'énerver, etc. Et toutes les activités un peu comme ça qui exercent notre volonté, faire du sport, méditer, bien manger, ou lire tous les jours, ça a cet effet-là. Et je pense que c'est encore plus vrai pour la lecture, surtout si vous lisez des livres un peu anciens, qui vous donnent un regard un peu lucide, un peu détaché du monde, ou des essais qui vous font un peu plus réfléchir. Ça vous met un peu plus dans un espace de pensée, un espace mental un peu plus élevé, entre guillemets. Donc c'est très bien de lire pour ça aussi. Et je dirais qu'aussi un truc important pour comprendre l'intérêt de la lecture, c'est l'incitation que vous avez, la motivation que vous avez derrière ça. Un truc que moi j'avais pas réalisé quand j'étais plus jeune, et qui en fait a beaucoup motivé mon intérêt pour la lecture, et je pense que ça peut être le cas pour pas mal de gens qui sont là-dedans, c'est l'aspect social de la lecture, enfin l'aspect en fait d'image. C'est très lié à la classe sociale, de lire, de savoir lire, d'avoir un bon vocabulaire, etc. Et donc dans l'apprentissage de la lecture, et dans le goût de la lecture, je pense qu'il y a beaucoup une sorte de volonté de compensation, en tout cas c'était le cas chez moi. Et la volonté de répondre à une frustration en fait, le fait de vouloir parler un autre langage, de vouloir mieux parler, de maîtriser un vocabulaire, parler le même langage que les Parisiens en fait, et que les gens un peu bourgeois. Et je pense que c'était une des motivations centrales, c'était plus ou moins conscientisé. Mais avec le temps, c'est devenu de plus en plus clair, je pense, dans mon esprit, et ça m'a fait probablement perdre une certaine motivation vis-à-vis de certaines lectures plus classiques. Il y a dans les lectures quelque chose qui a en fait un goût bourgeois, et qui est motivant, quand on veut justement accéder à cette classe-là. Enfin, il n'y a pas du tout d'aspect matériel et financier dans ce que je suis en train de dire. J'ai jamais cru, ça aurait été très bête de ma part, que savoir bien lire, savoir bien parler, ça m'aurait permis de gagner plein d'argent. C'est plutôt un mauvais pari, je pense, aujourd'hui. Mais par contre, il y a un lien avec ce qu'on appelle le capital social. Bourdieu appelle ça le capital social ou culturel. Je sais plus, je crois que c'est différent les deux. Mais bon, parlons de capital culturel, et je pense qu'il y avait une très très forte volonté chez moi, un désir, une frustration, vis-à-vis de ce manque de capital culturel que j'estimais devoir avoir. Et ça marche en fait. Quand vous lisez beaucoup, vous parlez mieux, vous avez des références culturelles particulières, et puis vous pouvez parler tout d'un coup aux Parisiens, aux bourgeois, et vous parlez le même langage qu'eux, vous le parlez même mieux qu'eux-mêmes, et ça provoque une certaine admiration dans le regard. Et évidemment tout ça a beaucoup à voir en fait avec la séduction, et pas seulement avec l'aspect social. Ça a beaucoup à voir avec la séduction parce que bien parler, ça plaît, et ça a toujours plu, et ça marche en fait, ça marche, mieux parler, avoir un vocabulaire plus précis, pouvoir parler de certains livres, avoir un livre dans la poche, c'est des choses qui plaisent énormément. Et je pense que ça faisait partie de mes motivateurs, de mes moteurs en fait pour vouloir beaucoup lire. Si je regarde les choses en arrière. Je vais citer, j'ai pris une petite note, une citation de Frantz Fanon du livre Peau noire, masque blanc que je vais vous lire, qui je trouve résume assez bien les choses. Alors Frantz Fanon écrit: dans un groupe de jeunes entiers, celui qui s'exprime bien, qui possède de la maîtrise de la langue, est excessivement craint. Il faut faire attention à lui. C'est un quasi blanc. En France, on dit parler comme un livre. En Martinique, parler comme un blanc. Le noir entrant en France va réagir contre le mythe du Martiniquais qui mange les airs. Il va s'en saisir, et véritablement entrera en conflit ouvert avec lui. Il s'appliquera non seulement à rouler les airs, mais à les ourler, épiant les moindres réactions des autres, s'écoutant parler, se méfiant de la langue, organe malheureusement paresseux. Il s'enfermera dans sa chambre et lira pendant des heures, s'acharnant à se faire diction. Il y a quelque chose qu'à voir avec ça, je pense, chez moi en tout cas, dans la motivation de lire beaucoup, et d'être vraiment avide en fait de bibliothèque. Alors, je sais pas si c'est un conseil que je suis en train de donner, je sais pas si c'est activable, peut-être pas,
Mais ce que je veux dire, c'est que l'intérêt que vous avez pour la lecture dépend largement du système d'incitation que vous avez. Et c'est quelque chose, les choses que je vous dis là, sur le capital social, sur le rapport à la séduction, et sur l'aspect racial, de frustration, c'est des choses qui étaient toujours un peu conscientes, je dirais, à un niveau faible, j'y pensais pas forcément, mais qui se sont bien plus conscientisées ces dernières années, pour plusieurs raisons, notamment parce que je suis plus trop dans la séduction vis-à-vis de qui que ce soit, ni dans le... Enfin, disons que mon ego est comblé, et j'ai moins de frustration par rapport au vocabulaire, par rapport à la langue, par rapport à la littérature, et j'ai moins de motivation en fait à lire certains livres classiques qui pouvaient me passionner avant. Alors, une des raisons, c'est que j'ai aussi déjà beaucoup lu, j'ai quasiment tout lu de mes auteurs préférés globalement, donc c'est normal que j'ai moins de motivation pour lire la littérature ancienne, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup cet aspect de compensation, de frustration qui a été effacé avec le temps. Et aussi, voilà, c'est le fait d'avoir conscientisé tout ça m'a retiré un peu cette motivation, ce moteur qui était en moi pour acquérir autant de capital social. Mais néanmoins, ce que je vous dis là ne retire rien à l'intérêt de la lecture en soi, pour apprendre, pour avoir des points de vue originaux, pour penser sur le long terme, pour avoir cette sorte de méditation, pour repartager des informations intéressantes qu'on a trouvées, pour cultiver sa sensibilité. Tout cela reste vrai. Mais on n'est pas forcément dirigé vers la littérature, vers la lecture pour ces raisons-là. On peut l'être pour des raisons beaucoup plus superficielles que j'ai un peu évoquées ici. Donc de plaire, de s'élever socialement, enfin en termes d'image, de vanité. Et j'y pense en fait parce que ce système d'incitation dans lequel on est, les motivations profondes, secrètes un peu qu'on a, elles sont très importantes, et aujourd'hui, que je n'ai plus de motivation finalement pour lire beaucoup de grandes littératures anciennes françaises, eh bien j'ai quand même beaucoup de motivation pour lire d'autres livres, des livres anglophones notamment. Je commence à m'intéresser à de la littérature anglophone parce que j'ai la motivation de créer du contenu en anglophone à partir de l'année prochaine, en vidéo, en audio, etc. Peut-être même, pourquoi pas, en écrit. Et pour ça, j'ai besoin de lire. Donc je me suis mis, depuis pas si longtemps finalement, à lire des auteurs anglophones, américains notamment, mais pas seulement, que ce soit Chuck Palahniuk, l'auteur de Fight Club, James Baldwin, je me mets à lire Bukowski également, et c'est des intérêts nouveaux que je découvre en moi. Je lis en ce moment Moby Dick, j'essaye de varier un peu, d'avoir des lectures de la littérature classique anglophone, chose que je n'avais pas forcément avant. Je vais lire plutôt des essais, des livres pratiques, utilitaires, en anglais. C'est important d'avoir conscience de ça, du système des incitations, des raisons pour lesquelles vous lisez. Et souvent, comme dans tout, il y a des raisons visibles, évidentes, et avouables, et puis il y a des raisons cachées, qui vont avoir un impact important sur vous, et qui vont vous permettre de lire énormément en peu de temps. Une autre manière de comprendre et d'adapter votre système d'incitation de manière un peu plus superficielle, c'est la contrainte de temps. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en pratique. Quand je lisais, quand j'étais plus jeune, j'avais pas l'argent d'acheter plein de livres, parce que c'est relativement cher. Quand vous lisez beaucoup, quand vous lisez les 4 livres par mois, ça revient cher, en fait, c'est un gros budget. Eh bien, j'étais obligé de passer par les bibliothèques municipales de Paris. Je les ai toutes faites, je les connais toutes. Et j'empruntais une masse de livres tous les mois. Et en fait, dans les bibliothèques municipales de Paris, à l'époque en tout cas, vous deviez rendre les livres au bout de 3 semaines. Et puis aussi, des fois, il y avait des livres qui n'étaient pas disponibles, vous deviez les commander en avance, et puis après les récupérer, etc. Bref, fallait les lire vite, vous étiez obligé. Et donc en m'inscrivant, eh bien j'ai été, je pense, beaucoup grâce à ces bibliothèques parisiennes, obligé de lire plus vite, et j'accumulais pas les livres chez moi sans pouvoir les lire. Et ça, c'est un truc qui peut sembler un détail, mais c'est extrêmement important. Je pense qu'il y a un gars dont j'ai déjà parlé ici, qui s'appelle Wayne Ellis, qui écrit des articles sur internet. Il a écrit dans un article qu'une des choses, la manière dont lui il a pris goût à la lecture, et c'est quelqu'un dont j'aime beaucoup l'écriture, donc lui, la manière dont il a pris goût à la lecture, c'est grâce à sa mère qui lui disait, quand il allait à la bibliothèque, de temps en temps, qu'il avait le droit de prendre uniquement un livre. Uniquement un livre, il n'avait pas le droit à plus. Ça mettait Wayne Ellis, qui raconte ça le mettait dans un état de stress où il était obligé de bien réfléchir pendant ce moment qu'il passait à la bibliothèque, parce qu'il ne pourrait emprunter qu'un seul livre pour la semaine. Et donc ça le forçait
à bien choisir, et aussi à vraiment lire, parce qu'après il devrait rendre le livre, et avoir des contraintes comme ça temporelles, je pense que c'est très important dans la lecture. Alors si vous êtes pété de thunes et que vous achetez plein de livres et que pour vous l'argent n'est pas du tout une contrainte, ça peut être un peu compliqué de vous mettre vraiment à la lecture, mais avoir ce genre d'obligation temporelle peut grandement vous aider. Un autre truc important sur le système d'incitation, c'est de toujours lire des livres utiles maintenant, des livres que vous allez mettre en pratique maintenant. Et pas lire des livres qu'il est bien de lire, qu'il faut lire, parce que ça fait bien de dire qu'on les a lus. Ça, c'est un truc qui est très efficace, quoi. Et si vous avez du mal à lire, je pense que le plus important, la chose la plus importante que vous deviez faire aujourd'hui, c'est trouver le problème le plus important de votre vie, et trouver un livre qui parle très spécifiquement de ça. Si vous avez un problème, et si vous n'avez pas de problème, je vous dis bravo, vous êtes Bouddha, mais a priori vous avez des problèmes dans votre vie en ce moment, vous avez des trucs que vous voulez gérer, que vous voulez améliorer, que vous avez des soucis, peut-être pas là maintenant quand vous écoutez ce podcast, mais dans la semaine vous allez avoir des problèmes, eh bien, ce qui est magnifique aujourd'hui, c'est qu'on peut trouver un livre sur ce sujet, même si c'est très 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 précis. Si vous avez du mal à dormir, si vous savez pas quoi manger, si vous avez trop faim, pas assez faim, si vous êtes tout le temps fatigué, si vous voulez lire aussi, plus et plus vite, il y a un livre pour ça, il y a un livre pour tout. Plus encore si vous lisez en anglais. Et vous devez trouver un livre sur ça, un livre précis sur ça. Et parce que si vous le faites, vous arrivez à lire très facilement, très rapidement, et vous serez motivé. C'est, je pense, une des clés pour la lecture rapide. Et pour trouver goût à la lecture. Faut pas se laisser un risque, en fait, quand on veut s'intéresser à la lecture et lire beaucoup, et devenir, quelqu'un qui s'intéresse à ça. Un risque, c'est de se soumettre, en fait, à la norme et aux conventions. Vous n'êtes pas obligé d'aimer Victor Hugo, vous n'êtes pas obligé d'aimer Zola, moi j'aime pas, je lis pas ces livres-là. Lisez ce qui vous plaît, lisez ce que vous arrivez à lire facilement. Et puis peut-être un jour, vous en aurez marre de lire des petits livres sur des questions pratiques et vous commencerez à lire de la grande philosophie. Peut-être. Mais si c'est pas le cas, d'ailleurs, c'est pas grave. Un truc qui arrive souvent chez les gens qui veulent lire plus, c'est qu'en fait, ils veulent se forcer en fait à lire des livres qui ne sont pas intéressants pour eux à ce moment, à cet instant précis. C'est à peu près normal que vous soyez pas motivé pour lire aujourd'hui l'Iliade ou l'Odyssée, c'est normal. Parce que ce qui va motiver, comme je disais tout à l'heure, ce qui va motiver vraiment quelqu'un à lire des grands livres de la grande littérature, des trucs un peu classiques, je pense que fondamentalement c'est souvent soit une frustration personnelle, une frustration sociale, une frustration en termes d'image, un besoin de plaire, de séduire, etc. Ou alors un besoin de création. Moi j'ai envie d'être dans l'écriture, notamment l'écriture sur des choses en anglais, et là j'ai une forte motivation pour lire de la littérature, de la vraie littérature en anglophone, maintenant. Ce que je n'avais pas avant. Donc voilà pour les systèmes d'incitation, je pense avoir fait un petit peu le tour, mais vous devez vous dire que comme dans tous les autres domaines, en matière d'habitude, d'autodiscipline, de motivation, c'est le plus important. Quel est votre système social, quelles sont vos contraintes temporelles, et puis j'ajouterai aussi quels sont votre système physique, est-ce qu'il y a beaucoup de livres chez vous, ça c'est très important. Est-ce que vous avez un livre sur votre table de chevet, vous ne devez pas avoir votre portable la nuit quand vous vous endormez, et vous allez naturellement lire par le système dans lequel vous êtes. Le développement personnel, c'est ça, hein. C'est pas une vision critique extérieure du développement personnel, c'est toujours de dire non, mais ces gens-là croient qu'on a une responsabilité, qu'on a un libre arbitre, qu'on a une volonté, etc., etc. Non, quand vous étudiez un tout petit peu le sujet sérieusement, la science, il y a de la psychologie, même les livres en général là-dessus, ils parlent quasiment tout le temps de système. D'habitude, de système social, d'environnement, etc. C'est ça le plus important. Ensuite, je veux parler un peu rapidement de comment je choisis les livres que je lis. Comment je choisis les auteurs, comment je me dirige vers les uns ou les autres. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que le hasard est un très bon conseiller. Allez dans une bibliothèque, prenez des livres au hasard, lisez une page ou deux de n'importe quel auteur qui vous inspire confiance, dont vous aimez les titres, et empruntez les livres qui vous plaisent ou achetez les livres qui vous plaisent. Ça c'est le premier conseil que je vous donnerai. Il est beaucoup plus efficace qu'on ne l'imagine habituellement. Je dirais que les meilleurs livres que j'ai lus, je les ai trouvés par hasard. Donc il faut pas sous-estimer la force du hasard. Ensuite, quand vous avez trouvé un premier livre que vous avez aimé, le plus efficace je pense c'est de lire les auteurs qui sont aimés par ce livre. En général ils en parlent eux-mêmes. J'en profite maintenant pour dire que si vous êtes dans une démarche de vouloir écrire,
ce qui est très pertinent, même si vous voulez pas devenir écrivain, si vous voulez créer du contenu sur internet, faire des vidéos, même créer des images, voilà, il y a toujours besoin de titrer, de mettre des descriptions partout, même pour parler, pour faire des discours. Donc apprendre à écrire c'est très important, et lire c'est très bien pour ça, parce que souvent les auteurs sont très méta, ils vont partager des trucs qu'ils apprennent dans l'écriture, et c'est très bien. Et je dirais que c'est important donc pour apprendre à écrire de lire beaucoup, mais c'est aussi important d'écrire beaucoup. Évidemment, vous avez besoin de beaucoup lire pour comprendre la narration, pour comprendre le style, etc. Mais écrire, c'est tout à fait autre chose. Moi, en fait, j'écrivais pas vraiment avant. Voilà, je prenais des notes, j'écrivais un peu rapidement. Alors des tout petits articles, je me suis mis à écrire pour le livre que je vais publier. Et maintenant, je lis complètement différemment. Ça a complètement changé mon regard, je lis complètement différemment. De la même manière que quand on commence à monter des vidéos, on peut plus jamais regarder des vidéos comme avant. On est obsédé par des transitions, par des erreurs, des problèmes, des rythmes, enfin des choses que les spectateurs généraux ne voient pas. De même manière, dans la lecture, c'est important de très vite commencer à écrire. Plutôt que de vous dire je vais dire beaucoup et un jour j'aurai la capacité à écrire, commencez à écrire dès maintenant, publiez, et lisez en même temps beaucoup. Vous devez lire beaucoup plus que vous n'écrivez évidemment, et publiez beaucoup moins que vous n'écrivez. Mais quand vous écrivez et que vous commencez à lire différemment les choses, et vous voyez les ficelles, vous commencez à analyser les ficelles, différentes choses comme la narration, la tension narrative, comment mettre des mystères, des énigmes, des clins d'œil, des effets de réel. L'effet de réel par exemple c'est le fait de décrire des choses précises. Décrire une table, la couleur d'une table, décrire un objet, quoi que ce soit, des choses qui ne servent pas l'histoire, mais qui donnent l'impression qu'on est dans le monde réel quand on lit ce que vous écrivez. Enfin bref, plein de détails comme ça, je vais pas tous les faire, quoi. Je pense que je ferai un autre podcast sur l'écriture un jour, mais vous apprenez, à partir du moment où vous écrivez, vous apprenez à lire complètement différemment les choses. Donc c'est important de le faire. Donc je parlais pas de ça, je parlais de comment faire pour trouver des auteurs bien. Donc lire au hasard, lire des auteurs préférés de vos auteurs, voir les livres aussi qu'on vous conseille régulièrement si vous êtes dans un milieu de gens qui aiment lire. Puis voilà, les commentaires Amazon sont très bien aussi si vous cherchez des informations. Parfois il y a des livres en français où il n'y a pas beaucoup de commentaires Amazon, des livres un peu rares, vous pouvez essayer de voir la version dans d'autres langues et voir les autres commentaires qui existent. Et je dirais aussi ne pas trop se prendre la tête par rapport à ça et accepter de lire un peu n'importe quoi, se laisser surprendre, ne pas être obsédé par le fait de trouver absolument des bons auteurs. Parce que si vous faites ça absolument, vous allez vous retrouver à lire les mêmes livres que les autres. Lisez des mauvais auteurs. Lisez des mauvais auteurs avec des idées originales un peu bizarres, que les gens ne comprennent pas. Et vous aurez un savoir original. Il y a un auteur français qui fait ça, c'est Michel Onfray, que vous connaissez sûrement. Il a vraiment il y a une série en fait qui est disponible, je crois, sur YouTube, qui est en fait l'anti-histoire en fait. Et il a cette tendance en fait à lire des auteurs que les gens connaissent pas, qui sont un peu méprisés, qui sont un peu délaissés par l'histoire de la philosophie, l'histoire de la psychologie, etc. Et il les lit alors que personne ne les lit, et ça lui donne en fait une pensée, une sensibilité différente de la plupart des gens. Bon, j'aime plus trop Michel Onfray ces dernières années, mais c'est quand même un auteur très prolifique et qui a vraiment des points de vue intéressants sur pas mal de choses. Et cette série, en tout cas, sur l'anti-histoire, est très bien. Voilà un peu tout ce que je voulais dire, je pense, sur la lecture. La lecture rapide, l'endurance des lectures, on a vu les systèmes d'incitation et comment, en fait, trouver son propre système d'incitation qui vous permettra de vous motiver à lire beaucoup. Je pense qu'écrire, se forcer à publier, ça aide énormément. Moi, en fait, ce que j'ai fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai arrêté la lecture pendant quasiment un an. Cette année, j'ai arrêté pas mal d'habitudes, en fait, avec le fait d'arrêter les vidéos, etc. J'ai même arrêté la méditation à un moment. Et ça m'a permis d'avoir un peu de recul par rapport à ça, de m'intéresser à d'autres choses. J'ai aussi consommé beaucoup plus de livres audio et de podcasts, ce que je vous conseille vivement, parce que même si vous n'allez pas avoir une attention totale, vous allez un podcast ou un livre audio va facilement recapter votre attention dans les moments importants, même si vous êtes ailleurs dans les moments où vous comprenez déjà un peu le sujet, et c'est une très bonne manière d'apprendre. Moi j'ai lu beaucoup de livres cette année grâce aux livres audio, grâce au podcast, donc je vous conseille
d'en consommer un maximum. C'est d'ailleurs pour ça que j'en fais, c'est parce que j'en suis un gros consommateur maintenant, dans les transports, quand je fais du sport, etc. Je dirais même que c'est un bon motivateur pour se mettre à faire certaines choses comme le sport, la vaisselle, etc. Si vous vous obligez à écouter certains podcasts ou certains livres audio, certains contenus audio uniquement quand vous faites une activité du genre faire du sport, aller à la salle, ou ranger votre chambre ou votre appartement, eh bien ça va vous motiver à le faire. Parce que vous associez une activité peut-être difficile, peut-être désagréable, peut-être qui vous demande de l'effort ou de la volonté, avec quelque chose d'agréable qui est d'écouter un podcast. Ça devient une récompense en fait, cette activité. Et voilà, donc en arrêtant en fait pendant 1 an de lire, j'ai pu découvrir d'autres manières d'apprendre, très intéressantes aussi, que je vous conseille d'implémenter. Et j'ai pu aussi découvrir tout l'intérêt de la lecture, relire vraiment par pur plaisir. Et voilà, je sais pas ce que je voulais dire, je sais pas où j'allais en parlant de ça, mais qu'est-ce que j'ai appris en arrêtant de lire pendant 1 an? J'ai appris en fait un truc en arrêtant de lire pendant 1 an, c'est que le soir, si j'avais pas cette habitude, c'est très... En fait, le soir, c'est vraiment un moment où on a peu de volonté, j'ai l'impression. C'est un peu ce que dit la science de la volonté là-dessus, c'est que le soir, on a moins de réserve de volonté. Mais le soir, si j'ai pas une habitude positive, c'est difficile d'être... souvent, je vais être sur mon portable, je vais me coucher tard, je vais moins gérer ma journée, en fait, elle sera moins organisée si j'ai pas cette habitude de la lecture le soir. Et c'est très important pour ma lecture du soir, de choisir un livre vraiment agréable à lire, vraiment bien écrit, un auteur que j'aime bien, quitte à relire un livre que j'ai déjà lu, parce que c'est un truc facile, agréable, et qui me permet facilement de m'endormir le soir. Et donc ouais, je pense que c'est vraiment une habitude très importante pour ne pas se désorganiser sur le moment où on est le plus fragile, le plus vulnérable, c'est-à-dire la nuit, juste avant de s'endormir quand on n'a plus de volonté. Donc je pense que c'est vraiment une très bonne habitude à cultiver, et c'est pour ça que je la reprends, je la recultive en ce moment. Je peux un peu vous dire maintenant peut-être ce que j'ai appris en lisant, que ce soit des livres sur le business, des essais ou des romans. Un truc qui est important de comprendre sur la lecture, c'est que c'est pas important de tout retenir, c'est pas important de tout appliquer non plus. Ce qui est important dans la lecture, c'est que ça vous donne une vision globale, une intuition générale d'un domaine ou d'une époque. Par exemple, j'ai lu beaucoup de livres sur l'entrepreneuriat et maintenant j'ai une intuition de ce qui est une mauvaise démarche, une mauvaise idée, sans forcément pouvoir comprendre pourquoi. Si vous lisez beaucoup de livres sur le Moyen-Âge, vous allez avoir une vision du Moyen-Âge, vous allez peut-être oublier toutes les dates, tous les noms, tous les lieux, des livres d'histoire que vous avez lus sur le Moyen-Âge, mais vous allez avoir une image générale du Moyen-Âge. Et si vous regardez un film sur le Moyen-Âge, vous allez voir si c'est juste ou pas. Et vous pourrez, avec cette vision générale, cette intuition générale, qui sait peut-être écrire une BD ou un livre qui se passe dans ce contexte-là du Moyen-Âge. Parce que vous avez une vision globale d'une situation. Et c'est ça l'intérêt de la lecture, c'est d'avoir une vision globale, et pas de retenir toutes les petites informations. Après, il y a un intérêt évident dans la lecture, c'est l'augmentation de votre vocabulaire. Ça c'est démontré, hein. Vous savez que vous aurez plus de vocabulaire, et puis il y a des liens, des corrélations entre le vocabulaire et le niveau social, mais de toute façon, si vous voulez créer des choses, vous exprimer, enfin, a priori, vous voulez forcément vous exprimer quelque part, ne serait-ce qu'auprès de vos amis, c'est toujours utile de pouvoir avoir un vocabulaire précis. Moi, en matière de lecture, ce que j'aime bien, c'est les gens, non pas qui complexifient des propos simples, mais qui simplifient des propos complexes. Il y a pas mal d'auteurs qui... surtout, on a pas mal, malheureusement, en France, il y a tout un monde, en fait, d'auteurs qui inventent des mots, qui utilisent plein de concepts complexes pour dire des choses finalement extrêmement simples. On a pas mal de choses comme ça en France. Bon, j'ai pas trop envie de clasher des gens qui sont morts, ou vivants d'ailleurs, mais s'il y a des livres qui vous paraissent bizarres, incompréhensibles, mal écrits, etc., dites-vous que souvent, en fait, c'est des livres extrêmement simples qui ne disent pas grand-chose. Les bons auteurs, les bons intellectuels disent avec des mots simples des concepts complexes. Et je pense qu'il faut préférer ça. En tout cas en matière d'essai. Après, en matière de littérature pure, ça peut être intéressant d'avoir des auteurs qui utilisent des mots bizarres, complexes. Ça peut être des exercices de style intéressants à lire. Mais en matière d'essai, d'idées, tenez-vous, je vous conseille de vous tenir à distance de tous les gens qui sont obsédés par le fait d'utiliser des mots rares et des mots
avec plein de syllabes, parce qu'en général, ça indique la pauvreté de leurs idées. Je ne vois pas de contre-exemple à ça. De gens qui utilisent vraiment des mots très complexes et qui, en fait, sur le plan du concept, sont extrêmement intéressants. Je ne vois pas tellement de gens qui échapperaient, en fait, à cette règle-là. Quand vous avez des idées complexes, neuves, originales, contrariennes, vous avez besoin d'utiliser un langage compréhensible et autant simplifié que possible, parce que ça ferait 2 couches de complexité. Et 2 couches de complexité, c'est déjà trop pour un penseur. Voilà. Donc c'est un peu tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'espère que ça vous servira. C'était un podcast un petit peu très hasardeux, très libre. Je sais pas du tout où ça va, je sais pas tout ce qui est vraiment applicable et activable dans votre vie de tous les jours. Mais je vous invite à lire. Si vous en avez envie, je pense que c'est très utile, très intéressant, très pratique aujourd'hui, surtout que ça se perd. Et ça vous servira forcément, surtout si vous écrivez en même temps. Je ferai un podcast un jour sur l'écriture, pas tout de suite. J'attends d'avoir un peu d'expérience, je pense, avant de faire un truc là-dessus. Et comme je le disais tout à l'heure, si vous voulez accéder à 99 résumés des meilleurs livres pour entreprendre, créer du contenu, s'autodiscipliner, le lien est juste en dessous, ou alors vous tapez 99livres.com dans la barre d'URL, 99 livres avec un s.com, et vous aurez accès à 99 bouquins, donc c'est 1 ou 2 livres par semaine que vous recevrez dans vos mails, que vous pouvez télécharger. En ce moment, là j'envoie le résumé du livre Make, qui est excellent pour se lancer, créer une entreprise en fait sans argent et très très rapidement. C'est une méthode très intéressante de l'auteur. Et donc je vous envoie ça coûte 9€ par mois pendant 12 mois en ce moment. Ça coûtera 200€ après le 15 décembre. Donc prenez-le maintenant, c'est une bonne idée de cadeau pour Noël. Pour quelqu'un, il y a des gens qui l'utilisent comme ça, se sont servis de 99 livres pour faire un cadeau pour leurs copains, leurs copines. Ça plaît, apparemment, c'est cool. Et voilà, quand vous recevez les livres, en fait, ensuite vous y avez accès toute votre vie. Et voilà, jusqu'au 15 décembre, vous pouvez payer en plusieurs fois, 9€ par mois pendant 12 mois, vous pouvez arrêter à tout moment. Et vous avez aussi des petits résumés écrits avec les résumés audio, et en plus de ça, vous avez accès à un groupe Facebook privé, où vous pourrez poser des questions, où je ferai un podcast privé mensuel, où je publierai mes réponses à vos questions sur les bouquins, ou potentiellement sur vos projets personnels, ou alors pourquoi pas sur mes projets. Enfin bref, ce sera un petit podcast d'interaction en fait tous les mois. Et voilà, donc qu'est-ce que vous attendez? Allez sur 99livres.com et je vous dis bonne journée, bonne lecture. Salut.